1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On explore dans cette suite de petits carnets dont il s'achetait rituellement un chaque année. Plusieurs autres sont perdus, mais l'existence attestée. Je crois que celui qui nous fait le plus d'émotion, mais on y reviendra, c'est celui qu'il tient en mars 1937, y compris à l'hôpital, jusqu'au dernier jour, et qu'on appelle The Death Notebook, ce journal de la mort. En 1925, ça a une importance d'autant plus immédiate pour lui que dans ce petit calepin avec les petites cases journalières, avec ses notations logographiques jour après jour, il s'agit de repérer, garder bien trace là dans le déroulement parfois répétitif des jours, des allers-retours, des discussions, de l'emploi du temps, de ce qu'il a lu, mangé, et ça lui sert à composer un journal. Ce journal beaucoup plus développé, il l'envoie à sa tante Lillian à Providence, laquelle lui envoie en retour son propre journal, paraît-il, mais on n'en a pas trace. Tout ça, on l'a gardé en gros, on s'en sert d'appui autant qu'on peut, mais malheureusement, depuis là, le 26 février, 2 lettres au moins à la tante Lillian du 10 février, et probablement vers le 20-25 avril, sont perdues. On fait avec, on interprète, et on se garde de faire trop de conjectures inventées. On va y aller tout de suite. On est l'épisode 63. Ah bon ? Vous recevez pas les emails le matin avec les extraits, avec les photos ? Comment vous faites ? Ordi, donc voici, on est toujours première semaine de mars, la page commence toujours au dimanche. On est donc le 4. On est mercredi pour eux, mardi pour nous, toujours une journée de décalage, mais ça ne change rien pour notre propos. Repris un emploi du temps à peu près le sien, puisqu'il nous dit « up noon ». Qu'est-ce que ça veut dire « noon » ? Ouvrez votre dictionnaire d'anglais américain. « Noon », heure à laquelle se lèvent les écrivains. Je mettais toute ma vie alors. En tout cas, il se lève à midi et rejoint une fois de plus, comme depuis 15 jours, Sonia downtown à Manhattan. Pourquoi faire ? Ils vont manger ensemble rapidement. Est-ce que c'est à l'automate comme ils ont l'habitude ? Est-ce que c'est à ce petit restaurant, le Milan 42e rue ? Ça dépend de l'endroit. Est-ce que faisait Sonia ? Est-ce qu'elle avait rendez-vous là avec les gens avec qui elle travaille encore régulièrement, puisqu'elle est en recherche d'emploi en situation urgente. Mais on remonte à Brooklyn. Et à Brooklyn, là, on est servi aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs mots. Le mot optician. Optician, je vous montre. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de lunettes. Est-ce que vous avez vu Lovecraft avec des lunettes ? Sur les photos de Howard Phillips Lovecraft, la 60aine de photos dont on dispose. Ah bon, Lovecraft porte des lunettes ? Oui, c'est attesté dans la correspondance. Et Lovecraft, il l'aime pas trop. Voilà, quand tu as 35 ans et que pour lire, tenez, je prends... ce livre. Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues. Eh bien, quand tu ouvres là, tu t'aperçois qu'il faut écarter, éloigner un petit peu. Tu as toujours un petit peu de presbytie qui vient avec l'âge. Est-ce que c'est seulement ça ? En tout cas, Lovecraft, à la maison, pour lire et pour écrire, il lui faut des lunettes. Et ça ne lui plaît pas. Mais pour l'instant, pas de protestation, juste le mot opticien. Et c'est comme avant-hier les faux cols. C'est-à-dire que Sonia est revenue depuis 15 jours. Son mari, est-ce qu'il s'occupe de ces trucs-là ? Et même le mot laundry, là, maintenant, il revient régulièrement. On emmène les trucs à laver. Il l'a pas fait beaucoup. Sonia, elle remet un petit peu tout ça en ordre. Alors, il faut s'appesantir là-dessus. Non, il n'y a rien de spécial. Mais est-ce que c'est une question, là, du poète qui ne s'intéresse pas à ses chaussettes ?
Oui, par exemple, on a une histoire, on va le trouver dans une des lettres à venir, peut-être même celle d'Avril, mais autant raconter tout de suite. Lovecraft, il dit, moi j'ai une astuce pour ne pas laver mes chaussettes, parce que bientôt Kirk va s'en aller faire un voyage là, à Providence même, où il ratera les 2 tantes, et puis il ne pourra pas aller au rendez-vous, enfin une histoire comme ça, et puis ensuite à Boston et à Albany, il est toujours là pour s'acheter là, du fond pour sa librairie d'occasion, et bien là, en province, tu plein d'affaires à se fabriquer un stock de livres d'occasion qu'il pourra revendre quand il va ouvrir sa librairie new-yorkaise. Et ça tombe bien, Kirk aura des chaussures neuves. Ça va nous permettre d'en apprendre un peu sur les chaussures neuves de Lovecraft. C'est aujourd'hui, je vous le promets. Et aussi sur la question des chaussettes. Alors Lovecraft, ce qu'il dit, c'est que pour éviter de porter ses chaussettes, les chaussettes, ça s'use et ça fait un trou au bout. Eh bien, quand les chaussettes ont un trou au bout, à ce moment-là, c'est pas la peine de les laver. Tu les jettes et t'en prends une autre paire. Et bien lui, sa technique pour ne pas laver les chaussettes, c'est de porter les chaussettes jusqu'à ce qu'elles aient le trou au bout. C'était pas ça pour vous, Lovecraft? Parce que comme ça aussi, Lovecraft, est-ce que ça empêche quoi que ce soit à ce qu'on lit et ce qu'on aime lire, et cette magnificence de la phrase là qui se déroule là comme du Mallarmé, avec tu règles ça une phrase comme des mots croisés là, dans cette précision de tout. Pourquoi m'a tapé autant sur la figure sur mes traductions? C'est comme ça. La littérature, les chaussettes, c'est pareil. Opticien, t'as bien mérité là parce que t'aimes pas avoir des lunettes. Quoi? Sundae, une crème glacée à la vanille. Allez, petit Marie. Et puis on a encore un peu de temps. Ben oui, en fait, c'est parce qu'il y avait une séance de cinéma. Alors ça fait 2 jours de suite qu'il va au cinéma. Hier, il était allé avec Sonny, là, donc Frank Belknap Long et la maman de Belknap Long. Apparemment, Kirk est avec eux. On ne sait pas le film qu'ils ont vu. Aujourd'hui, on est toujours là dans ce pont funambule sans la lettre d'appui à la vieille tante où il nous dirait même pas les films qu'il aime, les films qu'il aime pas. C'est pas forcément tous les grands films, je pense qu'il voit, comme on a eu Greed, on aura The Lost World. Évidemment, on en a la trace. Donc là, c'est le cinéma sans mémoire, c'est les séances d'actualité. Est-ce que c'est des Charlie Chaplin ou quelque chose comme ça, puisqu'ils aiment énormément Chaplin et qu'ils connaissent son demi-frère Dryden. Donc là encore, donc cette fois il est au cinéma seul avec Sonia, 2 journées de suite au cinéma, peut-être que ça aide aussi à la gamberge, on ne sait pas, mais enfin en tout cas là pas d'autres renseignements, sinon quand même que cette présence du cinéma en tant que divertissement populaire, un moment là comme ça dans la journée, ça précise aussi le contexte. On rentre à la maison avec Sonia, eh bien on retrouve les copains chez Loveman, tous sont présents, mais Belknap Long et Morton sont un petit peu endormis. Ben oui, Morton, vous savez qu'il a commencé ce travail il y a juste quelques semaines à Patterson. Oui, le Patterson de Carlos Williams. On va pouvoir aussi aller, on attend que Lovecraft aille le visiter. Morton qui habite maintenant donc dans le New Jersey, à 1 heure de train de New York, là où il s'occupe là de ce musée dans la petite ville industrielle. Ce soir-là, il est revenu à New York, mais vous savez qu'il doit partir probablement vers avant 23h, parce que c'est là qu'est le dernier train pour qu'il rejoigne Patterson. Lovecraft l'a trouvé un peu fatigué. Alors, justement, comme Morton et Frank Belknap Long disent « Allez, salut les copains, qu'est-ce qu'on fait ?» On les raccompagne au métro et on s'arrête à la cafétéria. La preuve, c'est qu'on se disperse la Borough Hall. Alors, c'est un métro qui est vraiment au centre de Brooklyn, juste devant le grand hôtel de ville de Brooklyn. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tu retournes à la maison, Lovecraft? Bon, non, on prend un peu le temps encore de discuter. Il doit bien y avoir que Kirk dans le coin. On va se retrouver chez Loveman encore un petit peu. Désolé, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Oui, mais attention, nous, on a toujours dans le PDF des pistes supplémentaires. Alors, première piste, est-ce que vous avez vu qu'il y a un mot que j'avais zappé? Il retrouve Sonia, Manhattan et Shoes. Et c'est une fois qu'on a acheté
les chaussures qu'on est allé déjeuner avant de remonter à Brooklyn et d'aller régler la question des lunettes. C'était vraiment la journée. C'est pour ça qu'ils ont bien mérité les 2 heures de cinéma. Alors, cette affaire de chaussures. Alors, on a dans les lettres aussi une exclamation. What good old Regals. Alors, Regals, le mot, c'est un régal, sont des chaussures costauds. Et par contre, donc Lovecraft prend systématiquement des chaussures de marque Regal. Et évidemment, c'est du solide, c'est inusable. Ouais, mais à 20 km par jour, tu finis quand même par devoir les changer. Sonia a exigé que son mari se dote de chaussures neuves. De toute façon, c'est elle qui paye. Et j'ai cherché dans Regal, alors peut-être vous chercherez mieux que moi. J'ai trouvé des publicités, par exemple, de 1943-1944, où on a bien là les modèles Regal de cette période 40-45. En 2021, la marque Regal, je crois qu'elle existe toujours même, a proposé une sorte de collection vintage. C'est-à-dire qu'ils ont réédité les chaussures 1921, mais ils ont pris les modèles de 1921, un peu, vous savez, genre par exemple ces chaussures bien cirées, basses, avec un petit truc de cuir blanc là autour du pied. C'est pas ça qu'il a, Lovecraft. Et là, dans 1925, c'est ça que j'ai trouvé. Donc là, on n'est pas sur du Regal, mais on est sur cette gamme de prix, vous voyez, $4,98, $5,08, des chaussures un peu montantes, cuir ciré, talonnettes, on voit la déconstruction. Évidemment, c'est ce genre de chaussures que porte Howard Phillips Lovecraft, c'est le modèle le plus standard à l'époque, si c'est pas la chaussure de soirée qui est la chaussure basse. Bon, l'état des rues, la neige, les pavés, tout ça, la godasse, elle est armée. Même Sonia, il en parle aussi. Alors, excusez-moi de vous embêter, c'était en octobre dernier, on n'avait pas commencé encore. Dit que Sonia souffre beaucoup des chevilles et qu'elle a été contente de changer ses chaussures pour un modèle plus haut, tige. Donc les chaussures de The Good Old Regal Shoes, That Good Old Regal Shoes, The Old Brown Shoe. J'ai plus envie de les chanter, mes vidéos. De toute façon, vous avez le PDF, hein. Si je chante, ça vous fait rien. Ça vous fera partir plus vite vers le PDF. Alors, oui, justement, dans la lettre d'avril qui va venir nous sauver la vie bientôt, justement parce que Kirk souffre avec les siennes, lui aussi, qui a acheté des chaussures neuves. Quant à mes nouvelles chaussures, donc on est 3 semaines après l'achat, j'essaye parfois de les porter lors d'occasions officielles, par exemple si on va au cinéma, et j'ai l'intention de les faire étirer à nouveau. C'est-à-dire, t'emmènes ça chez le cordonnier, là, il y en a partout avec les cireurs et tout ça, ils mettent des formes à l'intérieur, ils vissent la forme, et la chaussure, si elle est trop étroite, si t'as un peu le pied large, ça fait du bien. Et on retrouve notre Lovecraft tout entier dans l'adresse à sa vieille tante. Hélas, pour la souffrance universelle dans cette vie de la semelle humaine. Voilà pour ce simple mot. Vous voyez, comme avec shoes, là, dans le petit fac-similé, shoes, avant le déjeuner, l'opticien, la crème glacée et le cinéma, on a quand même pu faire quelque chose avec les chaussures. Alors, Barrow Hall, là où il raccompagne Martin et Frank Belknap Long, tandis qu'eux vont remonter chez Loveman, passe à la... En fait, on descend de chez Loveman à la cafétéria, et elle est là, dans ce carrefour. Là, c'est vu depuis l'hôtel de ville, depuis les marches là du Barrow Hall. Et regardez, on dirait que ces gens, ils jouent à la pétanque, à la boule française. Même à Providence, une fois, on était tombé sur des gens qui jouaient à la pétanque. Comme on les regardait avec le sourire, on a discuté avec eux. C'était marrant comme tout. Et voilà, vu de face recto verso, voilà l'hôtel de ville de Brooklyn, le Barrow Hall, et c'est là, donc ici, là, on voit l'escalier, et on est en 1925, regardez les voitures, voilà l'escalier dans lequel Frank Belknap Long et Martin disent au revoir les copains, est-ce qu'on s'embrasse comme ça, est-ce qu'on se serre la main très officiellement, je ne vois pas faire le hug, c'est pas...
C'est pas le genre, et tandis que Kirk et Loveman remontent pour les éternelles discussions. Et c'est pas la question de documenter Rolf Howell, c'est même ça, c'est la raison pour moi d'avoir choisi ces deux photos, c'est que si on cherche année par année, donc là 1925, des photographies de Rolf Howell, aucun problème, on en trouve. Mais allez en trouver une qui soit prise de nuit. Eh ben non. Là encore, on est dans notre démarche, il y a Rolf Howell, eh bien, allez, hop, on cherche une iconographie qui correspond à Rolf Howell. Vous voyez mal, là, sur la vidéo? Prenez le PDF. Quoi, vous n'êtes pas inscrit pour les recevoir? Je suis lourd un peu. Je suis lourd un peu, je le serai encore. Alors, toujours dans le New York Times, cette petite histoire, moi, que j'aime traduire. Aujourd'hui, elle est très courte, une fois encore. Parce que depuis quelque temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, les vidéos, elles sont par plaisir. Et le plaisir de faire les vidéos, c'est le plaisir de les lire, ces petites histoires. C'est comme des petits contes de la rue, des petits contes au jour le jour. Hier, c'était avec l'héritier Bollinger et son amnésie, une amnésie qu'il avait quand même ramenée de Niagara Falls et Buffalo jusqu'à Bowery et puis donc au commissariat de Brooklyn avec cette scène-là. Vous avez vu l'affiche, la personne disparue? Je crois que c'est moi. Je crois que... New York Times, 4 mars 1925. Il y a 2 ans, le jeune Thomas Reid, 13 ans, dont le père était inspecteur de police quand il mourut, ça veut dire qu'à 13 ans il est orphelin, fut dépouillé de $4 par un homme, alors que l'adolescent, 13 ans, comment tu gagnes? Comment tu survis? Tu vends des journaux au coin de la rue. Fut dépouillé de $4 par un homme, alors que l'adolescent vendait des journaux où? Au coin de Broadway et de la 34e rue. 34e rue, c'est l'artère horizontale centrale. C'est là où il y a Penn Station, où il y a Madison Square Garden. Et même encore une surprise, elle va revenir tout à l'heure. Et Broadway, l'axe vertical, avec un peu plus bas Times Square, etc. Et donc c'est le coin le plus peuplé, là, le plus emblématique aussi d'un New York qui n'est pas là comme Canal Street. Non, c'est le New York de bonne santé. L'adolescent vendait des journaux au coin de Broadway, la 34e rue. L'homme se saisit de l'argent sous le prétexte d'avoir une caution pendant que l'enfant irait chercher pour lui $72 dans un garage de la 35e rue Ouest. Et le gamin va marcher. C'est-à-dire, toi, tu es 34e rue, il faut que tu fasses juste un bloc. Toi, 35e rue, là, tu tournes là, et là, il y a un garage, ils vont te donner $72 et tu me les ramènes. Et comment je vais être sûr que tu me les ramènes? C'est cousu de fil blanc. T'as combien là de journaux? T'as $4? Prends les dollars. Tu veux les dollars? Va me chercher les $72 dans le garage, etc. Personne ne connaissait l'homme dans le garage. Quand le garçon revint à son coin de rue, l'homme avait disparu avec les $4 de la vente des journaux que le garçon comptait remettre le soir même à sa mère veuve. Oui, puisqu'à 13 ans, l'inspecteur de police, il n'est plus. La semaine dernière, le garçon retomba sur l'escroc, alors cette fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des sucreries, des sucres d'orge, des trucs comme ça, à l'entrée de Union Square Park. Il y a les familles qui amènent les enfants pour jouer Union Square Park. Petite sucette, un petit bonbon. Mais on est toujours dans cette même survie populaire d'un gamin de 13 ans qui a perdu son père. Il se souvint des instructions que lui avait souvent laissées son père sur la meilleure manière de surprendre un voleur. Il resta hors de la vue de l'escroc, jusqu'à pouvoir intercepter un agent de police et rejoindre l'homme par derrière que le policier puisse l'arrêter. Thomas témoigna ensuite comme contre le voleur. L'homme fut identifié comme étant Philip Huston, 33 ans. Et où est-ce qu'il habite? Philip Huston, voleur, 33 ans, 119 Clinton Avenue, Brooklyn. Ce qui donne aussi une indication sur pourquoi Kirk et Lovecraft, c'est ici qu'ils se logent, au 169 Clinton Street. Voilà les gens qui sont leurs voisins. Il plaida coupable et assigné en justice à court terme. Voilà l'histoire du jour. Et ce que j'ai pris, alors on va évidemment faire un petit tour directement dans le journal. Qu'est-ce que j'ai copié-collé? Amundsen,
ça y est, ça se prépare. Le premier survol du pôle Nord en avion. Alors évidemment, ces trucs, tout ce qui concerne l'avion, je vous ai dit là, c'est un marqueur pour nous extrêmement important. On le suit, et évidemment, justement parce qu'il y aura Montagne de la Folie, avec la première expédition Bird en Antarctique, où Bird emmène des avions démontables qu'elle remonte sur la banquise pour aller faire ses propres explorations. Donc là, on est en 1925, on est 13 ans avant Bird, mais donc ce truc d'Amundsen, pour moi, important. Au Kremlin, on fait des fouilles pour retrouver la bibliothèque disparue d'Ivan le Terrible. Alors, rien que de penser au Kremlin en ce moment, ça fait des frissons et des trucs. Et donc, retrouver la bibliothèque perdue d'Ivan le Terrible, définitivement enterrée là, je l'ai gardé, c'est juste pour ça. Childs, la chaîne Childs, qui propose un menu végétarien, important aussi. Un incendie à Brooklyn, 4 morts, 9 blessés. Pourquoi je l'ai pris? C'est intéressant, pas plus que ça. Mais là encore, on a la liste des morts. Une famille en plus, John Carroll, Rose Carroll, une madame Marie la Bruyère. Vous vous souvenez les caractères? Qu'est-ce que fait une Marie la Bruyère? 65 ans, là, dans cet immeuble de Brooklyn, un immeuble de 4 étages qui est 72 Johnson Street. Donc là encore, on est à proximité immédiate et par contre blessé. Louis Labruyère, donc qui vient de perdre son épouse, leur fille de 23 ans, Marie Labruyère, leur fils Louis Labruyère, Cumberland Street, et Franck Labruyère. Donc toute cette famille Labruyère, la mère est morte, les 3 enfants et le père blessés. Un policier, monsieur Louis Barbery, William Barschmidt et madame Catherine Baldwin. Elle a pris des éclats de verre dans la figure. Rien d'autre, sinon ça pour moi qui compte, c'est-à-dire là, ces petits bonshommes qu'on voit s'agiter là, au 169 Clinton Street, aller dans les cafétérias, marcher la nuit, marcher le jour, l'incendie dans Brooklyn. Ce soir-là, forcément, ils l'ont vu. Et une photo. Et cette photo, pour moi, j'y tiens. Alors, on va repartir, Eugène de Salignac. Je vais trouver tout de suite. Et ces noms, la Bruyère, ça fait une transition aussi. Eugène de Salignac. Regardez, photographe américain. Eugène de Salignac? Ouais, photographe américain. Et là, il y a un très beau site qui s'appelle Le Vagabond des Étoiles. On va s'y rendre. Et cet homme-là, il est né en 1861, donc plus âgé que Lovecraft. Il meurt en 1943, il meurt après Lovecraft, même ayant 30 ans de plus que lui. Était un photographe américain qui travaillait pour le département des ponts, des usines et des structures pour la ville de New York. Ça veut dire que c'est pour son métier que cet homme-là emmène son Leica, son Rolleiflex, et nous laisse en héritage des photos comme celle-ci, qui pour moi sont... Est-ce qu'il y a quelque chose d'immortel dans une photographie? Tu immortalises? Non, ça, c'est chaque fois que tu vois immortaliser associé dans un texte sur une photographie, tu souris. Non, mais la photographie, là, en tant qu'art, est réellement immortelle. Et on a la chance pour cet homme de disposer là, de tout un ensemble de choses absolument magnifiques. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on est Brooklyn Bridge, mais on est sur un Brooklyn Bridge désert, un Brooklyn Bridge qui a été vidé simplement parce que là, on est en travaux, on est en train de refaire les glissières de sécurité des bords, il y a même la veste de l'ouvrier qui est restée là, et ça masse, la masse avec laquelle on débloque les rivets. Eh bien, ça, c'est Eugène de Salignac. Et là, c'est œuvre, oui, œuvre de photographie. Est-ce que c'est pas même justement là, depuis le Dumbo, à Brooklyn, le pont de Brooklyn en construction? On dirait Cartier-Bresson. Bon, Cartier-Bresson, ils viennent longtemps après. Mais par contre... Est-ce que c'est l'Empire State? C'est une photo bien plus tardive, sans doute de ces dernières. Comment
ne pas, là, admirer complètement le travail de Salignac. Voilà, ça, par contre, on est avant 1925, on doit être vers 1910, oui, New Jersey, Jersey City. C'est génératrice. Cet ouvrier, vous voyez, le Chrysler Building, là, qui est là, déjà. Mais l'homme, et ses mains, et sa clé à molette, hein, est-ce qu'il est harnaché, là, pour être... le Williamsburg Bridge, probablement, celui-là qui est réservé à 2 tabliers au chemin de fer, peut-être, je ne sais pas. La foule qui emprunte le Brooklyn Bridge, ça doit être pour l'inauguration, celle-ci dont j'ai parlé. Mais les rues, est-ce que c'est Lovecraft là qui vient d'acheter Weird Tales, le numéro du mois, là, dans la boutique là, de Fulton Street? Non, on n'est pas Fulton Street, on est au coin de la 40e et de la 6e. Mais on est bien là dans ce New York qui est le leur, la foule, la voilà, la foule de Lovecraft. Hein. Alors, je voudrais arriver à cette dernière. Je passe vite, évidemment, vous avez le lien là-dedans. Oh. Voilà celle-ci. Eh bien, la 34e rue dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est cette artère commerciale populaire là au milieu de Manhattan. Et tout au bout, quand on arrive du côté de Hoboken, c'est de l'autre côté de l'Hudson, évidemment, énormément de gens vivent là sur cette rive là à New Jersey. Et maintenant, on accède en métro, le métro qui vous amène là. Là où il y a Ground Zero, ou bien là à Grand Central ou à la Penn Station. Donc c'est un nœud ferroviaire énorme. Et à l'époque, depuis longtemps, depuis 50 ans, il y a un ferry. C'est à peu près le même ferry, les mêmes bateaux qui font encore à Staten Island. Eh bien, il y a B&H. Qu'est-ce que c'est B&H? C'est cette espèce d'énorme magasin où on trouve tout pour la photo. On trouve tout pour la photo. Donc, c'est là qu'accostait ce ferry. Mais maintenant qu'il y a le tunnel entre Hoboken et Manhattan, et maintenant qu'il y a les métros, eh bien, le ferry est désaffecté. Ce ne sera pas le cas de ceux de Staten, mais voilà, Eugène de Salignac, hommage en 1910 au ferry de la 34e rue. C'est tout pour ce soir. Bonsoir ou bon matin, je peux faire. On est dans le temps perpétuel, ici, avec Lovecraft.